Bonjour à tous, on va pouvoir commencer avec les deux pitchs de thèse de la journée. Donc on commence par la présentation de Jordan Maillan qui est ici. Il est ingénieur en ergonomie et doctorant à l'université Gustave Eiffel et il nous présente aujourd'hui sa thèse sur les états émotionnels des conducteurs. Merci, bonjour à tous. Merci déjà pour l'invitation. Pour pitcher du coup ma thèse, c'est avec un grand plaisir que je suis ici parmi vous. Oui, effectivement, je m'appelle Jordan Maillan et moi je suis en deuxième année de thèse à l'université Gustave Eiffel. Et mon objectif aujourd'hui, ça va vraiment être de vous présenter de manière très simplement ma thèse pour peut-être créer des vocations autour de vous. Et après, durant les questions, peut-être qu'on pourra aller un peu plus loin pour ceux qui le désirent. Donc déjà, j'aimerais vous poser une question à main levée comme ça. Qui peut me dire qui a déjà été en colère au volant? Et pour les passagers, qui a déjà été dans une voiture avec quelqu'un qui conduisait, qui était en colère? Bon, je vois qu'il y a une majorité de Lyonnais quand même qui lèvent la main. Bon, non, je vous rassure, c'est pas qu'à Lyon qu'on est en colère au volant. On a un petit peu tous cette sensation-là. C'est une fois qu'on rentre dans le véhicule, voilà, on rentre, on attache sa ceinture, on démarre, et dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, bam, on se transforme un petit peu en Hulk, et d'un coup, on s'énerve un peu pour tout et pour rien. Je pense que tout le monde l'a déjà vécu, ça autour de nous. Et donc, c'est un petit peu ce pourquoi je travaille dans ma thèse. Ça va être d'identifier ces colères-là et d'arriver à les détecter et à les réguler. Donc, c'est donc une thèse que je fais, comme je vous ai dit, auprès de l'université Gustave Eiffel, mais également auprès d'un industriel qui est Valeo, qui est un équipementier automobile. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter du coup ce que je fais actuellement en thèse, en suivant un petit peu le chemin du chercheur, donc quelles sont les questions de recherche que l'on peut se poser, jusqu'à quelle expérience on va mener. Donc déjà, la première question qu'il faut se poser sur l'identification et la régulation de la colère, dedans il y a la colère en conduite. Colère en conduite, qu'est-ce que c'est? Je vous en ai parlé un petit peu déjà. On va avoir tous la colère qui va être liée à la conduite. Quelqu'un vous refuse une priorité ou quoi que ce soit, ça peut vous mettre en colère. Tout ce qui va être lié du coup à l'activité même de conduite. Mais c'est pas que ça en réalité. Être en colère en conduite, ça peut être également, tout simplement, vous vous êtes engueulé par exemple avant de prendre le volant et vous rentrez dans votre véhicule, donc vous engueulez avec un collègue, vous repensez à ça. Ça aussi, c'est une forme de colère. Et ça aussi, la littérature, en fait, elle montre que vous allez avoir tendance à adopter des comportements qui vont être plus agressifs au volant, que ce soit donc par une colère qui survient dans l'activité de conduite, que suite, par exemple, à une dispute. Donc ces deux formes de colère-là, en fait, sont à différencier. Par contre, dans la littérature, je vous dis que c'est marqué, on voit qu'il y a des mêmes comportements dangereux suite à ces deux formes de colère. Ce qu'on ne fait pas pour le moment, c'est d'arriver à les distinguer, les deux, lorsqu'on cherche à détecter cette colère-là. En fait, toutes les études qui portent sur la détection de la colère au volant, elles vont mélanger un petit peu toutes les sources de colère sans essayer de faire cette distinction-là. Donc ça va être du coup un premier objectif de recherche que je me suis mis en tête pour faire du coup sur la détection de la colère de ces deux sources. Donc pour ça, on a de la chance, c'est que même si je suis en industrie et en laboratoire, du coup j'ai accès à pas mal d'outils, dont notamment un simulateur de conduite, ce qui va nous permettre de faire plein de choses amusantes, dont notamment pour moi la volonté de plonger des personnes en colère en se souvenant d'événements de leur vie qui leur ont mis en colère, versus des personnes que l'on va énerver par la simulation de conduite en créant des scénarios qui vont un petit peu les challenger. Et mon objectif, du coup, c'est de prendre les mêmes mesures par rapport à ça, donc des mesures qui vont être comportementales de comment ils vont se sentir comment ils vont conduire, donc leur vitesse, l'accélération, comment ils vont prendre les virages, etc. Des mesures subjectives, comment ils se sentent, comment ils évaluent leur état émotionnel, mais également des comportements un peu plus qu'on cache un peu moins, donc comme par exemple les comportements oculaires, où est-ce qu'ils vont regarder, etc. Et la physiologie, donc
vraiment là rentrer au sein de la personne et de regarder son rythme cardiaque, sa respiration, son activité électrodermale, etc. Toutes plein de choses qui vont nous renseigner en fait sur l'état du conducteur. Donc voilà, ça c'est un premier objectif où du coup cette étude a été menée sur simulateur où là on est en train actuellement de dépouiller tout simplement les résultats pour savoir si effectivement il y a des différences ou pas. Le deuxième objectif que je vous ai parlé, c'était sur la régulation de la colère, parce que c'est une bonne chose de savoir, d'arriver à détecter. Alors déjà, ça va être très compliqué, mais on va le faire. Et derrière, si je vous dis vous êtes en colère, c'est pas bien, je pense que ça va pas vous avancer à grand-chose, voire ça va vous énerver un peu plus, davantage, qu'un système vous dise vous êtes en colère. Donc il va falloir trouver des moyens pour réguler cette colère-là. Des moyens, il en existe dans la littérature. Je ne suis pas le premier à travailler sur ce domaine-là. En gros, il va y avoir 3 moyens différents. On va, par exemple, focaliser votre attention sur autre chose. On va mettre une musique, quelque chose, vous êtes dans les bouchons, quelque chose qui vous énerve. Hop, on vous propose une petite musique, quelque chose que vous aimez. On peut aussi vous faire travailler sur la respiration. Là, on sent que votre rythme s'emballe, etc. On va vous dire, très bien, maintenant, prends le temps, pose-toi, respire, ça va aller mieux. Troisième chose, ça va être évaluer la situation. Ok, vous êtes dans les bouchons. Et alors, tu es en vacances. Est-ce grave? Tu vas perdre 10 minutes, d'accord? Tu vas perdre 10 minutes que tu vas avoir en moins pour mettre tes pieds dans l'eau sur la plage. Bon, est-ce que c'est grave? Non, pas tant que ça. Donc voilà, c'est 3 moyens qui permettent de réguler la colère qui sont investigués actuellement dans la littérature. Ce qu'on a mis en place, c'est une étude collaborative, nous, où on a essayé donc à la fois de détecter de la colère, mais également de la réguler. Et on a eu un objectif de faire ça sur route avec un réel véhicule. Donc on a pris un petit peu arbitrairement une stratégie là-dedans. Et après, j'aurai une étude supplémentaire qui interviendra derrière pour tester davantage, plus globalement, les régulations. Là, je vous l'ai présenté. Mais du coup, dans cette étude-là que je vous présente, qui était effectivement en véhicule, on s'est focalisé sur une induction de la colère, où là, on a pris les souvenirs de colère parce que on n'allait pas trop créer des situations dangereuses, surtout au niveau des assurances, c'est un peu compliqué d'expliquer ça. Et en termes de régulation, on a effectué l'exercice de respiration. Je vous ai dit, on a plusieurs jouets un petit peu dans ma thèse. C'est ça aussi qui est sympa pour tout futur doctorant, c'est d'avoir de la matière sur quoi travailler. Et du coup, cette étude-là a été réalisée vraiment en véhicule. Et donc, c'est pareil, c'était une étude qui a été réalisée sur lesquelles les mêmes mesures que je vous ai présentées tout à l'heure ont été prises. Et maintenant, on s'attelle du coup à analyser les résultats pour publier derrière. Et voilà en gros les objectifs de ma thèse, qui est donc de détecter et de réguler la colère, et les scopes que j'emploie pour mesurer tout ça. En somme, du coup, ce qu'il y a à retenir par rapport à ce que je vous ai présenté, c'est que du coup, mon sujet de thèse, c'est l'identification et la régulation de la colère en conduite automobile. Pour ça, j'ai plein de jouets à ma disposition, je suis heureux. Et mes objectifs, du coup, plus particulièrement, c'est de mesurer les incidences physiologiques et comportementales des différentes sources de colère au volant, qui vont être liées ou pas à l'activité de conduite, et de proposer, évaluer des techniques de régulation de la colère qui soient utilisables en voiture. Je vous en ai présenté quelques-unes. Et on va voir aussi pour innover et aller un petit peu plus au-delà. Parce que c'est ça aussi la thèse, c'est pas de se servir que de l'existant, c'est de réfléchir un petit peu et d'aller un peu plus loin. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis là pour ça. Alors, je peux passer avec le micro dans la salle si des personnes ont des questions sur la présentation qui vient d'être faite. Moi, j'ai une question, ça serait est-ce qu'on pourrait arriver à différencier l'accumulation de colère, c'est-à-dire qu'il y a la cause première de la colère, mais j'ai cette intuition que quand on est en colère, il y a plein d'autres choses qui nous énervent, alors que ça n'aurait pas forcément été le cas. Et du coup, je me dis que par exemple, dans un souvenir de colère, qui crée la colère en premier lieu, n'importe quel petit truc sur la route pourrait ajouter à ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez comme recherche plus tard ou Effectivement, donc c'est quelque chose que j'ai envisagé même dès le début. Donc je vous ai présenté les 2 sources différentes.
que je teste, mais j'ai aussi manipulé en faisant les deux en même temps pour voir justement quel pouvait être l'impact de tout ça. Et aussi ce qu'on pense dans toutes les mesures que l'on prend, pourquoi on prend plein de capteurs différents, parce qu'on sait qu'on ne va pas tous réagir de la même façon, mais également dans la chronologie. Peut-être que tout d'abord, il n'y a pas y avoir une manifestation physiologique vraiment quand je pense à quelque chose. Mais peut-être que ça va être d'abord du comportement oculaire. On va fixer quelque chose en particulier. Puis après, notre objet de colère va se porter sur quelqu'un. Et là, on va avoir la physiologie qui va se mettre derrière, notre rythme cardiaque s'emballer, etc. Donc oui, on pense qu'il y a effectivement toute cette notion de temporalité qui va jouer et de l'accumulation des sources qui va jouer. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. N'hésitez pas. Ouais, voilà. Levez la main bien haut parce que je vois des mouvements et je suis pas sûre. J'arrive. Bonjour. Du coup, vous allez faire passer combien de participants au total pour votre expérience ? Donc, pour celle sur simulateur, là, on est sur une quarantaine de participants. Et sur celle qu'on a passée en voiture, on est à 46 participants qui sont passés. Et après, on a d'autres idées encore de tests à réaliser. Une sur simulateur et peut-être une autre encore en voiture. On va voir en fonction aussi du temps que nous avons. Mais ça sera peut-être, en tout cas pour celle en voiture, ça sera peut-être un petit peu moins. Ça va dépendre de nos objectifs qu'il faut qu'on détermine en fait. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine-là, mais je crois qu'il existe un phénomène qui s'appelle le cockpit effect, qui ferait que quand on est dans une voiture, on se sent plus fort, on est plus capable d'aller être agressif, insulter les autres automobilistes. Est-ce que du coup, il y aurait une composante spécifique de l'émotion ressentie dans la voiture par rapport à la vie quotidienne ? Et est-ce que sur les hypothèses que vous faites, il y a aussi des différences, justement, que ce soit en conditions réelles en voiture, par rapport à la simulation qui serait faite dans un laboratoire, etc. Et est-ce que ce sentiment de toute puissance dans la voiture peut participer à l'émotion ? Et puis, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a vraiment un sentiment de toute puissance ? Voilà. Oui, c'est vrai. Effectivement, il y a pas mal de choses là-dessus, de papier. On a cet effet, on est dans notre bulle, dans notre zone à nous, où du coup, toute personne qui va rentrer en interaction avec nous, on n'aime pas trop ça. Et effectivement, en plus, c'est comme vous dites, le cockpit, c'est assez dur. On a moins cet effet-là quand vous êtes en vélo, hein, par exemple, alors que pourtant c'est un véhicule aussi. Voilà, l'effet voiture renforce le tout. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à induire de la colère en simulateur, parce que de 1, c'est pas votre voiture, de 2, les enjeux sont pas les mêmes, même si on vous essaye de vous manipuler comme on peut en mettant des pressions temporelles ou quoi que ce soit. La personne ça reste un robot qui est en face de vous, ou au pire quelqu'un qui va jouer le jeu, de faire un faux autre participant. Mais c'est toute cette difficulté là que l'on a, c'est qu'on est certain, c'est comme ça que je vous ai introduit, on rentre tous, on devient un peu Hulk au volant pour la plupart, mais quand on teste les choses, il faut en faire des caisses pour retrouver des Hulk, alors que derrière on sait qu'ils vont reprendre leur voiture et que là ils vont l'être. Donc oui, il y a vraiment cet effet-là et qui est un peu compliqué pour nous du coup à gérer, mais on s'arme pour ça, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Merci beaucoup. Est-ce que du coup, de par ce fait, ça ne serait pas plus simple d'enregistrer les gens directement dans leur voiture avec des capteurs qu'on pourrait poser directement dans leur véhicule à eux ? C'est très bien, vous faites toute ma thèse en fait, donc je vous en remercie. Et quand je vous dis une autre étude que l'on prévoit du coup en voiture, c'est justement une étude naturalistique où pour avoir des meilleurs effets, on va voir, et là on va prendre du coup une plus petite population, mais ça va être pour voir les vrais effets, mettre les capteurs et du coup avoir une étude un peu longitudinale sur plusieurs
séance et que quand les personnes ressentent de la colère, ils nous le signalent. Et à ce moment-là, eh ben, on reviendra voir sur les enregistrements qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on aura des vrais effets. Mais ça demande des moyens qui sont aussi importants et on tâtonne un peu plus en faisant comme ça que des études sur simulateur comme on peut faire où là, tout est bien rodé, etc. Vu qu'on ne sait pas exactement ce que l'on recherche dans toute la physiologie, etc. de la colère, on est obligé d'abord de faire des trucs qui sont bien figés pour essayer d'avoir des petits effets et derrière ces petits effets, les retrouver dans des choses qui sont plus naturelles. Vous avez dit, quand ils sont en colère, ils nous le signalent. En fait, vous avez un questionnaire pour la colère ou c'est des capteurs physiologiques? On a les deux. En fait, on a la physiologie, mais derrière, pour savoir la vérité terrain, un petit peu, c'est plutôt les questionnaires subjectifs. C'est eux qui vont nous renseigner quand ils sont en colère, surtout dans toute la masse de données qu'on pourra avoir. Ça sera important pour nous d'avoir des labels. In fine, bien sûr, le but, c'est d'avoir un algorithme qui dise, là, par l'étude, pas du subjectif, mais de tout le reste, vous êtes en colère et on va agir dessus. Mais pour d'abord trouver tout ça, on a besoin de ce label-là qui sont donnés par les personnes. C'est fiable, ça dépend comment répondent les personnes surtout. Mais oui, il y a des questionnaires qui sont en tout cas utilisés pour ça dans de nombreuses études. Après, ce qu'en font les gens, c'est à nous de bien justement former les personnes à les utiliser. Et c'est comme ça qu'on peut faire. On n'a pas d'autres moyens en tout cas. Et du coup, est-ce que c'est plus une population d'hommes, de femmes, un peu des deux, ou vous êtes centré sur quoi du coup? On a des deux, on doit avoir un tout petit peu plus d'hommes, mais ça se joue pas énormément. On essaye justement d'avoir cette parité-là. Il y a des études qui montrent que les hommes, généralement, sont plus agressifs au volant, plus enclins à être agressifs. Donc on essaye de contrôler tout ça, effectivement. On essaye d'avoir des âges qui vont représenter un peu tout le monde, quoi. Peut-être une dernière question. Merci. Du coup, si on parle d'enregistrement, c'est un enregistrement vidéo dans une voiture? Non, là on va pas prendre la vidéo parce que alors derrière il y a toutes des notions de RGPD. Oui, c'était ça ma question. Du coup, est-ce qu'il y a des notions de confidentialité ou même d'éthique dans les enregistrements, etc. Mais du coup, si c'est pas vidéo, il y en a toujours, même quand c'est pas de la vidéo, hein, ça reste des données sensibles. Mais faire passer un protocole avec des vidéos et avec des personnes qui seraient extérieures, alors là, ça devient compliqué. Donc on va s'en tenir déjà sans la vidéo. Ça sera déjà très bien. Super, et si on est bon, on va pouvoir vous remercier pour cette présentation et installer la prochaine. Merci beaucoup à Jordan Maillan et n'hésitez pas à aller voir un peu ses travaux. Merci à vous. Alors pour notre second pitch de thèse, je vous présente Sarah Le Diagon, qui est doctorante en psychologie au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et qui nous présente aujourd'hui sa thèse sur les différences de niveau dans les classes, notamment à la fin de l'école primaire et ses causes. Merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sarah, donc je suis en 3e année de thèse au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et donc aujourd'hui, je suis venue pour vous présenter un petit peu mes recherches et notamment on va parler de mathématiques et de lecture. Alors pourquoi les mathématiques et la lecture? Eh bien parce que ce sont des compétences fondamentales qui sont apprises à l'école et en fait il se trouve qu'elles sont prédictives de beaucoup de choses à l'âge adulte, notamment la longueur des études, la capacité à trouver un emploi bien payé ou encore, si on prend le cas des mathématiques, la capacité à savoir gérer correctement ses propres finances. Et pourtant, il se trouve que plusieurs études en France montrent que les enfants il y a une grande proportion d'enfants, qui sont en grande difficulté en maternelle et en lecture, et notamment à la fin de l'école primaire. Donc la question qui se pose, c'est quelles sont les origines de ces difficultés ? Donc bien évidemment, ici, je ne parle pas de troubles d'apprentissage, ce qui est un tout autre sujet. Donc on se demande pourquoi il y a des enfants qui ont de grandes difficultés
en mathématiques ou en lecture, alors que d'autres réussissent très bien. Eh bien, il se trouve que ces difficultés en mathématiques et en lecture, que l'on peut retrouver notamment à la fin de l'école primaire, elles sont déjà présentes au début de la scolarité de l'enfant, lorsqu'il rentre en école maternelle. Et ces difficultés, elles semblent se poursuivre tout au long de la scolarité, jusqu'à l'élémentaire, au collège ou encore jusqu'au lycée. Donc, en fait, il semblerait exister une relation entre les compétences en mathématiques et en lecture en maternelle et les compétences en mathématiques et en lecture plus tard dans la scolarité et notamment en CM2. Donc ces relations, elles ont surtout été mises en évidence dans des études américaines, dans le contexte scolaire américain, qui est quand même assez différent du contexte scolaire français. Donc le premier objectif de ma thèse sera de mettre en évidence l'importance des premiers apprentissages à l'école maternelle en mathématiques et en lecture dans la réussite scolaire des enfants plus tard et principalement du coup dans le contexte scolaire français. Ensuite, une autre question que je me pose, c'est quelle est l'origine de cette relation ? Pourquoi il y a des enfants qui ont des grandes difficultés en mathématiques ou en lecture en maternelle et qui n'arrivent pas à rattraper ce retard tout au long de leur scolarité. Donc bien évidemment, ici je parle à l'échelle statistique, à l'échelle de groupe, à l'échelle individuelle, il y a des enfants qui réussissent très bien à rattraper leur retard, même s'ils avaient des difficultés en maternelle. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les enfants qui n'y arrivent pas. Donc autrement dit, quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans cette relation entre compétences en mathématiques et en lecture en maternelle et compétences en mathématiques et en lecture à la fin de l'école primaire dans le contexte français. Donc il y a une théorie qui a été proposée par des chercheurs au début des années 2000 qui suggère qu'en fait les compétences en mathématiques et en lecture, elles s'empileraient au fur et à mesure de la scolarité, un petit peu à la manière de Lego si vous voulez. Donc en fait on aurait un premier Lego qui constituerait les premiers apprentissages en mathématiques et en lecture. Et sur ce premier Lego s'empileraient au fur et à mesure de la scolarité les connaissances et les compétences. Donc on imagine bien que le premier Lego, cette base, elle doit être bien solide pour qu'on puisse ensuite empiler correctement les connaissances et les compétences tout au long de la scolarité. Donc si je prends de manière très schématique pour vous expliquer cette notion d'empilement des connaissances et des compétences, dans le cas des mathématiques, les enfants ils vont d'abord apprendre à reconnaître les nombres, la notion de nombre, ce que ça implique, et également à apprendre à compter. Ensuite, sur cela, ils vont pouvoir se reposer pour apprendre l'arithmétique, donc qui est de la résolution d'opérations. Et ensuite, ils vont pouvoir, si je schématise vraiment et que je fais un gros raccourci, apprendre l'algèbre. Dans le cadre de la lecture, les enfants en maternelle, ils apprennent d'abord à reconnaître les lettres et y associer un son, ensuite à reconnaître des mots et ensuite, enfin, pouvoir se constituer un vocabulaire. Donc finalement, cette théorie, elle suggère que les enfants qui sont en difficulté en mathématiques et en lecture à la fin de l'école primaire, eh bien, ça pourrait s'expliquer par le fait que leur base n'était pas assez solide dès le départ et qu'ils n'ont pas bien réussi à empiler les connaissances et les compétences au fur et à mesure de leur scolarité. Cependant, il se trouve que ce ne serait pas la seule raison qui expliquerait qu'il y aurait un lien entre les compétences en mathématiques et en lecture en maternelle et les compétences en mathématiques et en lecture à la fin de l'école primaire. Il y a d'autres facteurs qui ont été proposés pour expliquer cette relation. Et des facteurs un peu plus généraux qui interviennent dans l'apprentissage des mathématiques et de la lecture, mais qui ne sont pas spécifiques à cet apprentissage. Donc le premier facteur qui a été suggéré, ce sont les compétences sociales. Donc les compétences sociales, eh bien, c'est cette capacité à communiquer et interagir de manière appropriée avec les autres. Et pourquoi il pourrait intervenir dans l'apprentissage ? Eh bien parce qu'en réalité, l'apprentissage, c'est un processus qui est très social, qui implique à la fois des interactions avec les enseignants, mais également avec les autres élèves. Donc en fait, on imagine très bien qu'un enfant qui a du mal à comprendre les intentions, les pensées, les émotions de son enseignant va avoir du mal à construire une relation appropriée avec lui et bénéficier pleinement de son apprentissage. Et de la même manière, un enfant qui se retrouve isolé parce qu'il n'arrive pas à bien s'entendre avec ses camarades, eh bien, il va donc se retrouver isolé et avoir dans de moins bonnes dispositions pour apprendre. Donc du coup, nous, on a fait l'hypothèse que de meilleures compétences sociales permettraient un meilleur apprentissage, et notamment un meilleur apprentissage des mathématiques et de la lecture.
Le deuxième facteur qui a été suggéré, ce sont les fonctions exécutives. Donc j'ai entendu que vous en aviez déjà un peu entendu parler tout à l'heure, mais je vais revenir un peu dessus. Donc ces fonctions exécutives, en fait, ce sont des fonctions de haut niveau qui vont nous permettre de réaliser des tâches un peu nouvelles ou complexes dont on n'a pas vraiment l'habitude. Donc ces fonctions exécutives, il y en a 3 de base. Il y a la mémoire de travail, l'inhibition et la flexibilité. Donc la mémoire de travail, elle va nous permettre, je résume rapidement, elle va nous permettre de maintenir en mémoire et manipuler une information. Donc par exemple, dans le cas des mathématiques, si on demande à un enfant de résoudre une opération en calcul mental, eh bien, il va devoir retenir en mémoire tous les éléments de l'opération et manipuler, donc que ce soit les chiffres ou le signe de l'opération, et manipuler tout ça pour pouvoir trouver le bon résultat. En ce qui concerne l'inhibition, eh bien, l'inhibition, elle va nous permettre de supprimer une information non pertinente ou une réponse inappropriée. Et par exemple, dans le cadre de la lecture, elle peut intervenir pour se construire une représentation cohérente d'un texte. Donc, on va venir inhiber les informations qui ne sont pas pertinentes à cette construction cohérente, et c'est en ça qu'elle sera engagée. Et enfin, pour la flexibilité, eh bien, la flexibilité, elle va nous permettre de changer de tâche ou de stratégie mentale assez rapidement. Et dans le cadre de, par exemple, des mathématiques, si on demande à un enfant de résoudre plusieurs opérations différentes à la suite, eh bien, il va devoir adapter une stratégie à chaque type d'opération. Donc, c'est en ça qu'elle sera engagée. Donc, bien évidemment, les fonctions exécutives, elles sont impliquées dans d'autres choses que les mathématiques et la lecture. Mais en tout cas, ici, c'est ce qui m'intéresse. Donc, nous, on a fait l'hypothèse que de meilleures fonctions exécutives permettraient un meilleur apprentissage, et notamment un meilleur apprentissage des mathématiques et de la lecture. Donc le deuxième objectif de ma thèse, ce sera de tester ces 2 hypothèses, de voir dans quelle mesure les compétences sociales et les fonctions exécutives sont impliquées dans cette relation entre compétences en mathématiques et en lecture en maternelle et compétences en mathématiques et en lecture en CM2. Donc pour cela, il y a des enfants qui ont été testés lorsqu'ils étaient en maternelle par mon équipe de recherche dans le cadre d'un autre projet. Ils ont été testés sur leurs tout premiers apprentissages en mathématiques, en lecture, en compétences sociales et en fonctions exécutives. Et en fait, ces enfants, on les a retrouvés maintenant qu'ils sont en CM2 et on les teste exactement sur ces mêmes connaissances et compétences. Et ensuite, on va voir dans quelle mesure ce qui a été mesuré en maternelle est lié à ce qui est mesuré maintenant en CM2. Donc, en ce qui concerne les tout premiers résultats, ce sont des résultats préliminaires puisque les enfants n'ont pas fini d'être testés, ils sont encore testés à l'heure actuelle. Mais ce qui ressort des toutes premières analyses, c'est qu'effectivement, il existerait bien un lien entre ce qui est mesuré en maternelle, donc les connaissances et compétences mesurées en maternelle, et les connaissances et compétences mesurées en CM2 en mathématiques et en lecture. Donc qu'à l'échelle globale, encore une fois à l'échelle individuelle, il y a des enfants qui échappent à cette règle, mais à l'échelle globale, des enfants qui ont un moins bon niveau en mathématiques en maternelle, ce sont aussi eux qui ont un moins bon niveau en mathématiques en CM2. Et de la même manière pour la lecture, et de la même manière pour les enfants qui ont de très bons scores, dans le contexte scolaire français donc. Et ensuite, en ce qui concerne ce rôle des fonctions exécutives et des compétences sociales, la seule chose que j'ai pu observer pour le moment, c'est un rôle des fonctions exécutives et notamment de la mémoire de travail dans la relation entre les compétences en mathématiques en maternelle et les compétences en mathématiques en CM2. Donc, autrement dit, un enfant qui a des difficultés en CM2, en mathématiques, eh bien, ça peut être dû à la fois au fait qu'il n'avait pas d'assez bonne base en maternelle en mathématiques et qu'il a eu du mal à empiler ses connaissances et ses compétences, et aussi parce qu'il avait une moins bonne mémoire de travail, et ce qui fait que voilà, il a des difficultés dans son apprentissage en mathématiques. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire sur les résultats. Il va falloir finir de tester les enfants, faire des analyses un peu plus poussées pour pouvoir tirer des conclusions. Et je l'espère, pouvoir mieux comprendre comment se développe l'apprentissage des mathématiques et de la lecture entre la maternelle et la fin de l'école primaire. Merci pour votre attention. Merci Sarah pour la présentation. Et donc, comme tout à l'heure, si vous avez des questions, je passe dans la salle avec le micro. Bonjour, merci. Bonjour. Dans les compétences sociales que vous énoncez, c'est les relations avec les autres élèves, mais aussi avec le prof.
Oui, c'est ça. Alors, ce que je mesure, moi, c'est même en amont des compétences sociales, ça va être plutôt la capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre ses intentions, ses émotions, etc. Pardon. Et également, voilà, c'est principalement ce que je mesure, et aussi la reconnaissance des émotions. Donc, voilà. Et ça, de ça découlera normalement, si de bonnes compétences dans ces zones-là sont mesurées, eh bien, ça découlera de meilleures relations avec les enseignants. Il y a des disparités en fonction des milieux sociaux. Effectivement, moi, le mien, il est assez homogène dans ce que je mesure. Mais effectivement, il ne sera peut-être pas du coup généralisable à d'autres milieux socio-économiques. Ouais. Oui, ça va beaucoup dépendre aussi de l'environnement familial. Enfin, il y a beaucoup de variables aussi qui entrent en jeu ici. Ouais. Et du coup, quand vous avez parlé de l'ego, du coup l'apprentissage, est-ce que c'est possible de revenir en arrière? Par exemple, si un enfant il a changé d'école, changé de pays, etc., s'il a appris déjà comment la production des sons, des lettres, ensuite il est arrivé tout de suite à faire des phrases, est-ce que par exemple ça cause problème? Est-ce qu'il peut revenir en arrière? Comment ça se construit en fait? Revenir en arrière dans quel sens du coup? Par exemple, juste le son des mots au tout début, ensuite les phrases, mais il y a les mots encore au milieu. Est-ce que c'est possible de... Comment on peut aider l'élève à vraiment tout assimiler? Je pense que ça va prendre plus de temps pour l'élève, du coup, s'il a, comme vous dites, du mal à assimiler ça. Par contre, le problème, c'est qu'à côté, les autres enfants, eux, progressent et augmentent de niveau, etc. Donc, c'est ça qui pose problème, finalement, dans ce que j'expliquais dans cet empilement. C'est que, du coup, le retard qui est déjà... présent en maternelle, il a du mal à être rattrapé puisque le reste de la classe, lui, continue à acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Donc il faut passer plus de temps. Après, j'ai pas de réponse comment dans la salle de classe il faut vraiment faire, mais l'idée c'est de passer plus de temps au cas par cas, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Merci, bonjour. Vous avez parlé des compétences émotionnelles et tout ça. Est-ce que la psychologie prend en considération les différents types d'intelligence? Je ne sais pas si je me trompe, mais si un enfant a des compétences émotionnelles, c'est pas forcément pour ça qu'il va apprendre mieux. Alors, moi, la théorie dans laquelle je m'inscris, c'est... Oui, effectivement, il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent dans l'apprentissage. Il n'y a pas que les fonctions exécutives et les compétences sociales. Moi, c'est ce que je teste ici parce que sinon, il me faudrait une thèse de 10 ans. Mais effectivement, l'intelligence, ça a été montré comme intervenant dans l'apprentissage, forcément. Et voilà, c'est juste ma théorie, c'est que de meilleures compétences sociales permettraient une meilleure relation et donc un meilleur apprentissage, en tout cas pour cette partie-là. Mais forcément qu'il y a d'autres facteurs, comme je disais tout à l'heure, l'environnement familial par exemple, le statut socio-économique, l'intelligence comme vous dites, qui interviennent dans cet apprentissage, oui. D'autres questions? Si oui, il faut lever la main bien haut parce que j'ai du mal à voir toute la salle. Ok. Merci, chère Sarah, pour ton exposé. Quand tu testes des élèves en maternelle, puis ensuite en CM2, tu as repéré chez eux certaines déficiences, etc., etc. Est-ce que tu as fait une étude aussi précise mais quelles étaient les stratégies pédagogiques entre la maternelle et le CM2 qui fait que ça se développe ou pas voilà. Oui. Alors, juste pour la première partie de la question, c'est pas des enfants qui sont particulièrement en difficulté. En fait, on teste tous les enfants de la classe. Il y en a qui réussissent et il y en a qui réussissent un peu moins bien. Et d'ailleurs, on s'intéresse aussi à la relation entre les enfants qui réussissent bien en maternelle et qui réussissent bien aussi plus tard à la fin de l'école primaire. Et en ce qui concerne les pédagogies, en fait... J'en ai pas parlé ici, mais c'est un autre pan de ma thèse. Les enfants étaient répartis entre des classes Montessori et non Montessori en maternelle. Et donc, effectivement, on va pouvoir tester aussi dans quelle mesure la pédagogie, elle, a une influence sur le développement des connaissances et compétences jusqu'à la fin de l'école primaire. Donc, j'aurai la réponse à la fin de l'année.
Merci, bonjour. Est-ce qu'il a été relevé comme information l'aspect de l'état d'esprit en fait, de l'enfant en test initial et en test final, notamment en rapport avec les travaux de Carol Dweck? Alors, je ne connais pas ces travaux-là, mais vous parlez du bien-être à l'école, peut-être? Est-ce que c'est... Non, c'est à propos de l'état d'esprit de croissance et l'état d'esprit fixe, notamment où l'enfant a une certaine par exemple, perception des mathématiques en se disant bah, c'est pas pour moi, et va continuer à avoir un esprit fixe, alors que d'autres élèves vont se dire voilà, c'est un challenge, pourquoi pas tenter de le relever. Et du coup, l'évolution des élèves vont être différente en fonction de leur posture d'état d'esprit. Ok. Alors, je connais pas ces travaux, j'irai voir, mais c'est pas des choses qu'on mesure là, effectivement. Comme je disais, on a sélectionné certaines mesures parce que sinon les temps de test seraient infinis. Mais voilà, c'est pas des tests qu'on a sélectionnés, mais ça peut être intéressant effectivement d'évaluer dans quelle mesure ça influence. Oui. Moi, je suis d'accord. Un point technique, tester des compétences mathématiques ou le niveau de lecture, je vois à peu près ce que c'est. Oui. Tester des compétences sociales, ou comment est-ce qu'on fait? C'est quoi les critères? Qu'est-ce qu'on a? Comment on juge chez des enfants? Oui, alors c'est des tests neuropsy qui ont été développés pour ça, et évalués et testés et validés. Par exemple, dans mon cas, on va... pour tester le fait de se mettre à la place de l'autre, ses pensées, ses intentions, etc. Il y a des petites histoires sous forme de BD, par exemple, qui sont montrées à l'enfant. Et ensuite, on va demander à l'enfant, en fonction de comment il aura réussi à se mettre à la place de l'autre, comment il peut compléter l'histoire. En fait, il a le choix entre 3 petites vignettes et il doit choisir la suite la plus logique en fonction du fait s'il a réussi à se mettre à la place de l'autre ou pas. Donc ça, c'est un exemple. Et après, un autre test qu'on utilise aussi, c'est la reconnaissance des émotions. Donc juste un visage sur lequel il y a une émotion et l'enfant doit dire à quelle émotion ça correspond. Voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres tests qui existent. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Pardon Sarah, je reviens un peu sur la pédagogie, parce que tu sais que c'est le fond de notre travail. Lorsque tu testes en maternelle et en CM2, sans jouer sur les techniques pédago, finalement tu testes quoi? Tu testes l'évolution naturelle de l'enfant, ou tu testes l'évolution de l'enfant par rapport à une certaine forme de pédagogie qui lui est proposée dans cette classe-là, par ces profs-là? Qu'est-ce que tu cherches à savoir? Oui, donc en fait, la question, c'est est-ce que je teste l'influence de l'enseignant sur le développement des compétences? C'est ça plutôt? Oui, moi, il me semble que ce qui serait peut-être plus intéressant, plus finement, c'est de voir si on lui propose tel type... Alors, il y a les Montessori et les non Montessori, et c'est vrai que la différence est importante, mais ce qui serait intéressant, c'est dans tel type d'activité, est-ce qu'on arrive à combler des déficits de fonction exécutive ou de performance, tu vois? Oui. C'est quoi ta réponse par rapport à ça? Si on essaie de faire une étude plus fine sur... Mais quand on le met en apprentissage sous une certaine forme ou une autre forme, qu'est-ce qui change dans le développement de l'élève? Oui, je comprends. Alors, ce serait plutôt des études au niveau interventionnel, je pense. Ce serait une étude qui serait postérieure à ma thèse, à mon avis, de voir si, effectivement, là, on voit des relations qui émergent avec l'importance des fonctions exécutives, même si elles ont déjà été montrées, mais en tout cas, dans mon cadre à moi, ou des compétences sociales, voir dans quelle mesure le fait d'entraîner ces fonctions exécutives, d'entraîner ces compétences sociales, l'aspect métacognitif aussi dont tu parlais, est-ce que ça aurait un impact sur justement ce développement de l'apprentissage entre la maternelle et la fin de l'école primaire? Mais ça, c'est après que ça pourra être testé. Et avec les enfants qui ont eu un enseignement type Montessori, vous avez noté une nette différence? Pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai pas pu encore regarder, mais... En maternelle, en tout cas, les enfants Montessori avaient déjà un avantage en lecture. Ils présentaient un avantage en lecture par rapport aux enfants qui étaient non Montessori. Donc à voir s'ils gardent cet avantage à la fin de l'école primaire. Bonjour, merci. Bonjour. Et j'avais une question. Comme les atouts sociaux étaient indispensables dans
dans l'apprentissage des enfants en bas âge. Ça veut dire que ceux qui sont exclus socialement, par exemple dans le cas de l'harcèlement, ont plus de difficultés à apprendre. Alors, on a des mesures d'harcèlement, donc c'est une bonne question. Je pense qu'on pourra regarder aussi ces relations, mais effectivement, je pense que ça peut jouer un rôle dans l'apprentissage, le fait de moins bien se sentir de manière globale dans l'école et du coup être moins disposé, avoir moins de ressources cognitives aussi pour l'apprentissage. Effectivement. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Non, dans ce cas, je remercie Sarah pour la présentation de sa thèse. Et je vous invite à rester pour la prochaine conférence qui a un sujet très proche. On accueillera Cléa Girard sur comment les expériences quotidiennes construisent les compétences mathématiques. Si ça vous intéresse, ça commence à 16h, 15h, 16h, je ne sais plus compter, excusez-moi.